Donc oui, on parlera principalement de Booking Expedia. Les relations avec les autres petites plateformes sont évidemment très compliquées, voire inexistantes, d'où le fait de parler principalement de Booking Expedia. Pour vous situer un petit peu la situation avec Booking, on va commencer par Booking. La situation est un petit peu complexe et évidemment assez conflictuelle, vous l'entendrez bien, dans la mesure où Booking rechigne à mettre en place le voucher. Depuis donc le début du Covid-19, alors attends, j'ai un bruit pas possible dans les oreilles. Je ne sais pas ce qui se passe. C'est extrêmement compliqué. Tout le monde m'entend. Alors, n'hésitez pas à communiquer sur le chat parce qu'autrement, si on est 109 personnes connectées, si on commence à dire bonjour, ça va être l'horreur. Donc, voilà. Bon, apparemment, on m'entend. Et s'il vous plaît, coupez tous vos micros de manière à ce que ça soit assez audible pour tout le monde. Merci beaucoup. Donc, la situation avec Booking.com est la suivante. Donc, depuis l'apparition du Covid-19 et donc de la situation décrétée force majeure de Booking, donc depuis le 20 mars, Booking a décidé de faire intervenir la force majeure de son contrat, je dis bien la force majeure de son contrat, pour toutes les réservations qui se trouvent dans la période du 20 mars au 15 avril inclus. Bien évidemment, ceci sans avertir qui que ce soit avant, sans nous en faire part à nous, partenaires entre guillemets et personnes avec qui ils ont l'habitude de discuter avant les mises en place de quoi que ce soit. Là, ça nous est tombé, nous aussi, sur le nez, en même temps que tout le monde. La demande de recrédit de la CB virtuelle est un point extrêmement compliqué, évidemment, pour la trésorerie. J'entends bien la trésorerie de tous les hôtels, ceux qui en ont, ceux qui n'en ont pas, etc. C'est compliqué. Ce qui se passe, c'est que Booking ne veut pas appliquer l'ordonnance pour le moment. Pour quelles raisons? Il va falloir essayer d'en savoir plus. On est en relation avec Booking France, qui, il semblerait, de notre côté. Ils ont du mal, évidemment, à avoir des réponses d'Amsterdam, qui est donc le Booking de qui on dépend. Et je ne vous parle même pas de Booking Monde. Toujours est-il que dans la loi Booking, dans notre loi française, et dans les conditions générales de vente, Booking est notre mandataire depuis la loi Macron et par conséquent doit agir en notre nom et pour le compte de l'hôtelier. Ça veut dire qu'il doit appliquer l'ordonnance. J'ai eu beaucoup d'hôteliers et on a eu avec Véronique beaucoup d'hôteliers qui nous ont dit « nous, on fait opposition au prélèvement ». Libre à chacun. Évidemment, vous comprendrez qu'on ne peut pas, nous, en tant que syndicat, vous dire vous donner des consignes strictes. Chacun doit voir en fonction de sa situation personnelle. Nous, ce qu'on vous invite à faire, évidemment, c'est à, en premier, discuter avec votre market manager. Si ça ne fonctionne pas et que vous voulez couper les prélèvements, libre à vous de le faire. Ce qui est certain, c'est que en rapport avec les conditions générales de vente de Booking, le contrat, normalement, est signé entre l'hôtelier et le client. Booking n'est qu'un intermédiaire et n'est qu'un mandataire de l'hôtelier. Il se doit donc d'appliquer ce que veut l'hôtelier. Par conséquent, si vous désirez appliquer l'ordonnance et proposer des vouchers, vous êtes tout à fait en droit de le faire
et Booking doit appliquer votre demande. Le problème, c'est comment? Puisqu'actuellement, ce qu'a proposé Booking.com, c'est un bouton d'annulation gratuit, formidable, ça fait avancer le schmilblick, et également un bouton de report. Ce bouton de report, il est aussi bien côté hôtelier que côté client. Le problème, c'est que un report, il faut des dates. Or, dans la situation actuelle, il se trouve que personne ne sait quand ils vont être en mesure de voyager. Donc, ce bouton ne sert pas à grand-chose. L'ordonnance, elle, permet justement d'avoir une flexibilité au niveau des dates jusqu'à 18 mois et de reporter le séjour. Moi, ce que je peux vous conseiller, entre guillemets, tout d'abord, c'est déjà de prendre les devants. J'imagine que beaucoup d'entre vous l'ont fait, beaucoup d'autres vous ont prévenu leurs clients Booking. Si ce n'est pas encore le cas, faites-le. Utilisez la messagerie Booking, puisque pour le moment, c'est la seule qui est à votre, disponibilité. Évidemment, on ne va pas pouvoir envoyer les vouchers via cette messagerie. Vous pouvez déjà informer votre client que vous avez un voucher tenu à sa disposition en contactant directement l'hôtelier. Ça sera déjà un petit pas. Avant de pouvoir soit récupérer l'adresse mail des clients en direct, ce que nous allons demander à Booking et à Expedia, parce qu'Expedia est dans le même cas, soit à pouvoir mettre des PDF sur la messagerie Booking, ce qui est pour l'instant pas encore le cas, sauf erreur de ma part, j'ai personnellement pas réussi. On ne peut mettre que des photos. Maintenant, concernant la carte virtuelle, la carte virtuelle qui normalement doit être débitée à la réservation a été décidé par Booking que dorénavant, jusqu'à nouvel ordre, je viens encore de recevoir un SMS il y a 5 minutes pour me dire qu'en effet, la carte virtuelle sera débitée même pour les nouvelles réservations qui sont soi-disant traitées aux conditions habituelles de vente, seront débitables le jour de l'arrivée. Donc, ça veut dire qu'on ne retourne pas aux conditions générales de vente habituelles, puisque la carte virtuelle, dans les conditions générales de vente habituelles, devrait être débitée par l'hôtelier à la réservation et non pas à l'arrivée du client. Donc, encore un problème de trésorerie pour l'hôtelier que nous faisons remonter et dont nous attendons une quelconque réponse hypothétique de la part de Booking.com. Il faut savoir, j'ai beaucoup lu d'informations sur les syndicats et ce que faisaient les syndicats. Il faut quand même que vous sachiez qu'on travaille beaucoup. Quand je dis on, c'est toute l'équipe du VNI, que ça soit Véronique Martins, la communication, le président Didier Chenet, etc. Tout le monde travaille énormément. On ne fait pas rien. Seulement, c'est extrêmement compliqué de discuter avec des gens qui sont loin et pas forcément à Paris et pas forcément joignables et qui y mettent pas franchement de la bonne volonté. C'est pourquoi ce matin, par exemple, Didier Chenet, qui est en réunion tous les lundis avec Bercy, m'a fait part tout à l'heure via Franck Trouet d'une information. Bercy et donc Bruno Le Maire vont contacter aujourd'hui les plateformes de réservation pour leur imposer le voucher et l'obligation de proposer le voucher à leurs clients. Donc, nous espérons que cet appel de la part de notre gouvernement
va débloquer la situation un petit peu plus. Voilà ce que je pouvais vous dire sur Booking et sur la situation actuelle. Je ne sais pas si j'ai fait le tour, mais je pense que via le chat, vous allez me dire si j'ai fait le tour ou pas. Concernant Expedia, vous avez certainement vu donc tous et toutes le petit message passé passer le vendredi soir à 17 h avec une possibilité de réponse au samedi 18 h pour l'opt-out et pour la gestion du voucher. Alors, personnellement, un vendredi soir à 17 h, j'ai autre chose à faire que de regarder mes mails, du moins j'espère avoir autre chose à faire. Ce n'est pas le cas en ce moment, mais habituellement j'essaye. Et donc, je n'ai pas profité personnellement de l'opt-out. Je vois les questions arriver. Après, je réponds à toutes les questions que vous voulez, ce qui sera beaucoup plus facile pour moi parce que je ne vous cache pas que le webinaire est une première et que ce n'est pas toujours évident de pouvoir conjuguer ce que je dois vous dire et surtout en parlant face à une caméra. J'ai plutôt l'habitude de parler à des gens. Donc, ce n'est pas toujours évident pour moi. Je vais vous répondre dans pas longtemps. Donc, juste pour clarifier la situation avec Expedia, donc l'opt-out, tant mieux pour ceux qui ont pu le faire. Et dans ces cas-là, eh bien, allez-y et voyez pour le voucher. Pour tous ceux qui n'ont pas pu faire valoir cet email, cet opt-out, voilà, j'ai du son. Toutes les réservations qui sont comprises, donc entre le 15 ou le 17 mars et le 30 avril, vous ne pourrez pas faire valoir ce voucher. Et par conséquent, toutes les réservations seront donc remboursées automatiquement aux clients. Si vous avez la carte virtuelle, j'imagine que c'est la même procédure que Booking, puisque dans ces cas-là, il faut rembourser la carte virtuelle et Expedia remboursera le client. Pour tout ce qui est pour une arrivée, comme vous pouvez le lire avant le 30 avril, toutes les conditions d'annulation en dehors du NANR sont changées à 24 heures. Donc, ça veut dire que vos conditions d'annulation à 48 heures ou plus ne jouent pas et toutes les conditions d'annulation passent à 24 heures. Idem au niveau de la carte virtuelle. La carte virtuelle est bloquée comme pour Booking à l'arrivée, jusqu'à l'arrivée du client. Et donc, vous pourrez uniquement débiter les clients à leur arrivée pour toutes les nouvelles réservations. La situation d'Expedia est un peu moins embarrassante, je ne sais pas si c'est le terme exact, mais un peu plus souple peut-être que Expedia, parce qu'on arrive à avoir un petit peu plus de discussions et que Expedia étant une agence de voyage, ils sont habitués à gérer un tout petit peu plus ce genre de situation, notamment sur la partie forfait. Donc la situation avec Expedia est un petit peu plus facile. Je vais regarder un tout petit peu les questions et éventuellement y répondre. Alors, Marie-Laure, juridique en charge du territoire français, ils ont confirmé que cette loi ne nous oblige pas à émettre des bons à cause de la loi sur la protection des consommateurs. Oui, alors,
la loi, comme dirait Véronique Martins, on l'interprète et on lui fait lire ce qu'on veut. Nous, l'interprétation qu'on en a avec le cabinet GIDE auquel nous faisons appel pour analyser justement le droit, par exemple, eux ne l'interprètent pas du tout de cette manière-là et au contraire nous disent que Booking se met en infraction manifeste. Donc, vous voyez, la manière d'interpréter une loi est complètement différente en fonction de qui l'interprète. Que faire des factures où ils refacturent des réservations que eux ont remboursées sur la force majeure? Alors, pour l'instant, je dirais que si vous avez bloqué le paiement, ben, conservez-le. Vous mettez ça de côté sous le coude. Nous sommes en train de voir ce que nous pouvons juridiquement faire. Peut-être une action juridique si Bruno Le Maire et le gouvernement n'arrivent pas à débloquer la situation naturellement. Donc, gardez sous le coude tout ce que vous avez, on va dire que Booking a soi-disant remboursé aussi. Il faut bien vous dire que les réservations que vous créditez ne sont pas remboursées immédiatement aux clients, mais plutôt sous 10 à 15 jours. Donc, du coup, vous avez encore un petit peu de marge, je dirais, avant de devoir rembourser Booking. Je sais qu'ils ont menacé et aussi envoyé des factures d'avoir sur l'extranet pour ces réservations-là en disant qu'ils allaient créditer, donc, enfin, pardon, qu'ils allaient débiter votre compte bancaire. Je ne suis pas certaine que le mandat CEPA les y autorise. Le mandat CEPA les autorise à débiter ce que vous leur devez en termes de commission. En revanche, dans la mesure où normalement Booking est censé appliquer ce que vous décidez, je ne vois pas comment il pourrait se permettre de débiter votre compte bancaire. Et là, ça pourrait aller très très loin parce qu'ils n'ont absolument, pour moi, pas le droit de le faire. Donc, on est en train d'analyser justement les mandats CEPA pour savoir ce qu'il en est et si vraiment ils ont l'autorisation de débiter ce qu'ils veulent, parce qu'en fait, c'est le cas. Donc oui, pour répondre à la question de Guillaume, gardez-vous sous le coude les réservations qu'ils ont remboursées en force majeure. Si vous n'êtes pas d'accord et que vous n'avez pas crédité la carte virtuelle en l'occurrence, ou que vous n'avez pas remboursé le client, gardez-le. Et puis, de toute façon, nous, on vous tiendra informé de la suite très, très, très rapidement. Alors, ensuite, je continue un petit peu. Les vouchers Rossi, les vouchers uniquement pour les établissements ouverts physiquement, pas pour les établissements fermés, remboursement pur et simple en cas de fermeture. Ah, moi, je n'ai pas d'informations sur ce sujet-là. Personnellement, mes 2 établissements sont fermés et j'ai proposé des vouchers à tous mes clients. Ça n'a absolument rien à voir avec le fait d'être fermé ou ouvert. Vous n'avez pas l'obligation de rembourser les clients si vous êtes fermé. Vous êtes fermé parce que la situation actuelle vous empêche d'avoir des clients dans l'hôtel et que par conséquent, vous avez mis votre personnel au chômage partiel. Mais le fait de ne pas pouvoir les accueillir, vous, n'empêche pas le fait d'avoir un voucher et de leur transmettre un voucher et de leur dire que vous les accueillerez avec plaisir dans une suite quand tout ça sera terminé et sur une période de 18 mois. Donc non, je ne sais pas qui vous a dit pour les établissements ouverts physiquement ou pas. Mais si, pour moi en tout cas, c'est pas le cas. Alors, l'hôtel. Bonjour, excusez-moi, c'est aussi justement, j'ai répondu en bas du chat. Bonjour, enchantée. J'ai répondu en bas du chat, mais voilà, c'est difficile de. Ah oui, c'est pas ça. En fait, c'est la position d'Expedia. Expedia, il nous dit, nous, on rembourse totalement si votre établissement il est fermé. En revanche, s'il est ouvert, il y a encore des exceptions, on édite un voucher. Donc, nous ne sommes pas concernés par l'édition des vouchers
il y a quand même pas mal d'exclusions. Ce sont les réservations des affiliés, réservations hôtelières et les hôtels collecte. Donc, il y en a même encore quelques-unes. Donc, il y a quand même beaucoup d'exceptions. Mais leur position, elle est claire. Votre établissement, il est fermé. Nous, on rembourse, on ne fait pas de voucher. Donc, sinon, c'est tout à fait contraire de l'ordonnance qui ne fait pas de distinguo entre établissement fermé ou ouvert. Absolument. Alors, il n'y a pas de distinguo. Alors, c'est vrai que je dirais qu'on peut, on conseille éventuellement, on peut conseiller aux clients dans la mesure où vous êtes fermé de rembourser, mais il n'y a absolument pas d'obligation et dans l'ordonnance, c'est absolument pas stipulé non plus. Donc, vous pouvez complètement proposer des avoirs, même en étant fermé. Ça, je le maintiens. Et en effet, bon, vous savez, c'est toujours cette interprétation. Hein, c'est Expedia, c'est comme Booking, chacun interprète à sa manière. Ça dépend des conditions générales de vente, mais je ne me suis pas penchée sur le sujet sur Expedia, mais je n'ai pas vu dans les conditions générales de vente si l'hôtel était fermé, si on avait obligation de rembourser les clients dans ce genre de situation. Mais en l'occurrence, on va poser la question et alors, on a la réponse. On tiendra informé. On a la réponse. On a la réponse. La DGE précise que c'est une question de résolution du contrat. Quelle que soit la partie qui résout le contrat, quelle que soit la raison pour laquelle le contrat est résolu, le voucher s'applique. Mais effectivement, à partir du moment où c'est vous qui avez pris la décision de fermer, le conseil est de rembourser puisque c'est vous qui ne pouvez pas accueillir le client. C'est un conseil, mais légalement, l'ordonnance permet le voucher, quelle que soit la résolution du contrat. Le contrat est fini. À partir de ce moment-là, vous pouvez émettre un avoir. Donc, même si c'est la position d'Expedia, certes, mais Expedia n'est pas la loi. Expedia, c'est Expedia. Oui, en effet, Expedia, c'est Expedia, mais Expedia n'est pas la loi. Je crois que c'est très clair. Concernant... attendez, je me suis perdue dans ce que je voulais vous dire. Oui, je voulais juste revenir, Véronique, sur ce que tu disais à l'instant à propos de la fermeture des hôtels. En effet, on est fermé, mais on est fermé pour des raisons de force majeure. C'est-à-dire, OK, les hôtels, normalement, ne font pas partie des fermetures. On a compris, on doit rester ouvert. Mais rester ouvert et ne pas avoir de clients et de pouvoir les accueillir, pour moi, c'est fermé. Donc, là-dessus, pour moi, le voucher s'applique. Donc, en effet, Expedia a décidé de l'interpréter autrement. Eh bien, en tout cas, la loi nous permet, en tout cas pour répondre simplement, si vous voulez faire du voucher, vous pouvez faire du voucher même si votre établissement est fermé, malgré le fait que nous vous conseillons éventuellement de pouvoir rembourser les clients. Chacun, c'est exactement le problème de vous conseiller une situation ou une autre, c'est que chaque établissement est différent. On n'est pas du tout, on a des établissements qui sont ouverts à l'année, on a du Paris, on a de la province, on a du saisonnier. Du début de saison, du fin de saison. C'est extrêmement compliqué. On n'est pas du tout sur une situation uniforme. Et vous donner des conseils aux uns et aux autres, c'est difficile. Chaque situation mériterait un conseil particulier, ce qui n'est pas évident. Alors, Expedia. Carte virtuelle donne automatiquement un voucher au client lorsque nous sommes opt-out, mais ne nous prévient pas de la chose. L'hôtel Léna. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez fait l'opt-out, alors Philippe Cabari, j'en profite, l'opt-out, c'est une fonction qui permettait aux hôteliers de choisir entre un remboursement total des clients ou la possibilité de faire un voucher. C'est cette opt-out qui a été mise en place un vendredi à 17h pour un choix jusqu'à samedi 18h. Donc, voilà. Et donc, oui, en effet, Expedia donc, vous donne automatiquement le voucher, l'hôtel Léna, mais ne nous prévient pas de la chose, c'est-à-dire que vous ne savez pas quels clients sont considérés pour le opt-out, enfin pour le voucher. J'imagine que c'est ça.
L'hôtel Léna, si vous êtes encore là, je veux bien que vous me répondiez. Vous pouvez même ouvrir votre micro exceptionnellement. Alors, bon, apparemment, elle ne me répond pas. Hop, je vais aller jusqu'en bas. Alors, écoutez, j'espère avoir répondu à votre question, mais oui, en fait, si vous voulez, pour ceux qui ont eu donc la possibilité d'opt-out donc sur Expedia, toutes les réservations concernées sont celles les dates. On va vous donner les dates. Véro, tu as les dates exactes, s'il te plaît, parce que là, je ne suis pas sur le truc, je n'arrive pas. Je crois que c'est 15 mars, 30 avril ou 20 mars, 30 avril. En tout cas, ce sont les réservations qui sont jusqu'au 30 avril. Jusqu'au 30 avril et ils ont fait la communication le 20 mars de mémoire ou peu de temps avant. C'est 20 mars, 30 avril. Donc, toutes vos réservations qui étaient en carte virtuelle, normalement, si vous avez fait l'opt-out, elles sont en voucher. Donc, à vous de lister ces réservations. On peut demander à Expedia de faire une communication supplémentaire, mais on ne peut pas vous le garantir. C'est noté de notre côté. Alors, ensuite, doit-on renvoyer un modèle de voucher, même dans le cas où c'est le client qui annule? Paul. Alors, si le client annule, vous avez la possibilité de lui dire que vous n'acceptez pas son annulation, mais en revanche que vous lui fournissez un voucher. Et que donc le montant qui a été débité est disponible jusqu'à 18 mois. On vous a mis sur le site du GNI des modèles en 5 langues, français, anglais, allemand, espagnol, italien, de vouchers avec voilà, l'explication de l'ordonnance et ce qui était nécessaire pour la mise en place du voucher. Ce document-là, vous pouvez choisir de l'envoyer à votre client, absolument. Mais du coup, ça veut dire que vous lui refusez l'annulation. Donc, il faut bien lui expliquer que, en effet, suite à la situation actuelle, vous ne pouvez pas non plus rembourser, mais que vous lui faites un voucher. Pourquoi ne pas faire collectivement un refus des prélèvements CEPA? Ah, Véronique, tu réponds, s'il te plaît. Alors, le GNI ne peut pas vous demander à tous de faire une action contre un autre acteur, sinon ça s'appelle une entente. Et nous pouvons être condamnés pour cela. Donc, on ne peut pas vous le demander. On vous déconseille de faire des écrits entre vous pour le faire. Après, de fait, on ne peut pas nier que vous êtes un certain nombre à vouloir le faire et que la coïncidence pourrait effectivement se produire où vous seriez un certain nombre, peut-être un très grand nombre, à le faire tous en même temps. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Le GNI ne peut pas vous inciter à le faire, ne le fera jamais. On vous fait des recommandations dans la limite où vous êtes tous différents et où vous restez maître de vos décisions, mais on ne peut pas vous dire faites-le tous, absolument, faites-le tous. Voilà. Et on vous déconseille de faire des écrits si vous voulez vous coordonner les uns avec les autres. Ça s'appelle de l'entente, c'est condamnable. Voilà. Mais ça ne vous empêche pas de le faire individuellement. Et peut-être que vous seriez un très très grand nombre à le faire. Ça marche autant pour le refus du prélèvement, c'est pas que pour l'opposition à la carte bancaire pour le paiement des commissions. Vous êtes en droit, étant donné que c'est votre mandataire et qu'il n'effectue pas les ordres que vous lui donnez, vous pouvez lui faire pression en bloquant les paiements que vous êtes censé lui apporter, du moins au niveau des dates qu'il vous a imposées. Voilà. J'ajoute une petite chose. Alors, pour les établissements qui sont ouverts, qui ont encore donc des clients booking.com, par exemple, ou Expedia. Évidemment, à partir du moment où vous recevez le client, la commission est due. En revanche, pour les établissements qui sont actuellement fermés,
Alors, attendez, je reviens. Je reviens juste sur un truc, ce que je viens de vous dire. Les établissements qui sont ouverts, si vous recevez des clients, vous de la commission est due. Si Booking annule, vous avez bien sûr le droit d'envoyer le voucher. Et donc de faire opposition, alors, vous avez le droit, ce n'est pas moi qui vous dis de le faire, vous avez le droit de faire opposition au prélèvement si vous pensez que Booking va vous prélever. Pour les établissements qui sont fermés, à partir du moment où là, bon, pour le mois de mars, évidemment, tout le monde a reçu sa petite facture. À partir du moment où vous avez reçu les clients, évidemment, pour moi, il est logique de payer cette commission. Pour ce qui est donc du reste, vous avez en fait, soit vous laissez le virement passer, enfin du moins le prélèvement passer, soit vous faites opposition au prélèvement et vous payez uniquement ce que vous estimez devoir à Booking. Voilà. Ou à Expedia. Voilà. Mais je vous invite quand même à respecter votre contrat avec les OTA, à savoir payer pour ceux que vous avez, pour les clients que vous avez eus dans les hôtels. Ne faites pas opposition par principe au prélèvement. Il faut que vous soyez, je pense en tout cas, je pense qu'il faut que vous soyez juste vis-à-vis, même si eux ne le sont pas du tout, hein, je le conçois, je l'entends, il n'y a pas de souci, mais vous restez droit dans vos bottes et payez ce que vous avez eu, comme payer les commissions pour les clients que vous avez eus. Voilà, je pense que c'est le plus sage. Après, pour le reste, en effet, comme vous a dit Véronique, on ne peut pas vous dire de faire opposition au prélèvement, ce n'est pas possible. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Ensuite, alors je vais continuer avec une autre question. Devons-nous payer les commissions actuelles? Alors, devons-nous payer les commissions actuelles si un report est proposé dans les 18 mois ou attendre de régler les commissions quand la prestation sera honorée? Vous devez attendre que le client ait séjourné pour payer la commission parce que je vous rappelle qu'au bout des 18 mois, si le client n'est pas venu, vous avez l'obligation de le rembourser avec l'ordonnance. Donc, on ne paye une commission que quand le client a séjourné. Pour Expedia, si on n'a pas fait l'opt-out, comment bloquer pour la suite après le 30 avril? Un mail suffit. Excellente question. Véronique, tu as la réponse à cette question? Moi, ça ne me dit rien. Je ne sais pas. Après, non, pour moi, normalement, après le 30 avril, on n'est plus dans une situation de force majeure chez Expedia et donc c'est de nouveau, attendez que je regarde juste. Non, normalement, l'avoir sera donc possible à partir du 1er mai. Attends, tu peux répéter parce qu'on n'a pas entendu le début. Pardon. Normalement, à partir du 1er mai, l'avoir devrait s'appliquer chez Expedia pour ceux qui n'auraient pas fait le opt-out. Le normalement, on veut dire voilà, non seulement le légalement, mais commercialement selon Expedia. Après, on n'est pas à l'abri d'un retour d'Expedia qui nous disent que finalement, ils vont faire encore autrement. Mais oui, de toute façon, on considère, nous, le GNI, on considère qu'ils ont pris cette décision le 20 mars. Vous avez répondu, ou pas, mais en tout cas, vous avez fait votre choix en théorie en fonction du cadre réglementaire français, lequel a changé le 26 mars au matin, normalement. On t'entend super mal, Véro. Ah, désolé, je peux pas faire beaucoup mieux. On considère que déjà le fait qu'il vous oblige de garder l'absence d'opt-out, enfin l'absence d'avoir jusqu'au 30 avril, on considère déjà ça comme abusif. Donc normalement, légalement, vous êtes censé à partir du 1er mai avoir accès aux avoirs ou au remboursement selon vos choix. Ok, merci pour l'info. Oui, voilà, sous réserve à nouveau, si vous voulez, on est confronté à une situation où tous les jours, on peut très bien nous donner de nouvelles règles à appliquer. C'est complètement hallucinant. On se bat pour ça, on essaie d'avoir les informations avant et d'essayer de pouvoir communiquer avant, mais ce n'est pas toujours évident. Donc, pour le moment, en tout cas, c'est comme ça, à savoir si ça va le rester. Alors,
Quid de modifier la date de toutes les réservations NR à 18 mois dans l'attente d'une nouvelle date donnée par le client? Why not? L'hôtel Paris Printemps, ce n'est pas une mauvaise idée. Vous pouvez très bien mettre la date de report des réservations toutes au même, enfin du moins sur la même période à 18 mois. C'est une très bonne idée. Moi, je trouve ça plutôt pas mal. Pourquoi pas? Et dans ces cas-là, ça veut dire que vous mettez une date de report sur vos réserves. Donc, dans votre extranet, vous avez la possibilité de reporter. Donc, vous reportez 18 mois. En revanche, prévenez le client que sa date est modifiable, hein, parce que sinon, vous allez avoir un tollé général de la part de vos clients. Mais en envoyant un petit message à votre client via la messagerie Booking, si nous n'arrivons pas à débloquer la situation et à récupérer les mails directs des clients, pourquoi pas? C'est une bonne idée. Je trouve que c'est une bonne idée. Ensuite, portable. Notre hôtel a prévenu Booking de notre fermeture jusqu'au 21 mai. Ce week-end, Booking a annulé toutes les réservations jusqu'au 21 mai et vous demande de rembourser tous les clients. Est-ce que je suis obligée de rembourser car l'hôtel est fermé? Ben donc, on a répondu tout à l'heure, il n'y a pas obligation de rembourser. Après, ça dépend de votre politique commerciale, honnêtement. Je ne peux pas répondre à cette question pour vous. Vous n'avez pas l'obligation de rembourser. Vous pouvez utiliser l'ordonnance. Voilà, c'est ce que je peux vous dire. La DGE a précisé que l'ordonnance concerne toutes les résolutions de contrat, quelle qu'en soit la raison. Ouais. Ou la partie du contrat qui serait, oui, c'est ça. Pourriez-vous remettre la slide de Booking? Eh bien, je crois que c'est fait, voilà. Pour avoir déjà été au tribunal avec Booking, Booking a utilisé la pirouette très simple disant que la réservation est faite via Booking, société néerlandaise, donc régie par le code du droit français. Booking France n'est qu'une coquille vide pour salarier des gens en France. Oui, en effet, c'est un peu compliqué de travailler avec des multinationales. Quoi qu'il arrive, la réponse, je pense, vient, Véronique, sur la question du mandat, mais à toi de me dire. En fait, c'est toujours la même chose. En fait, on discute avec Booking France parce que c'est notre interlocuteur. Booking France plaide notre cause auprès de Booking Amsterdam. Effectivement, vous avez contracté avec Amsterdam, donc on fait tout pour que Amsterdam bouge. C'est ainsi. Néanmoins, les lois sont différentes en fonction des États membres, malgré le marché intérieur. On considère que ça n'empêche pas qu'on puisse demander à Amsterdam de bien respecter les lois locales. Et d'ailleurs, les messages officiels et le courrier de réponse d'Amsterdam à notre association européenne, l'OTREC, est très clair. Bien qu'ils respectent le droit néerlandais, ils font en sorte de respecter les droits locaux des autres États membres. C'est ce qu'ils disent. Voilà, chacun est juge pour estimer si c'est fait ou pas fait. Alors, j'ai une question sur une action collective, class action. Est-ce qu'on peut en faire une? Alors déjà, on va essayer de passer par la voie juridique. On est en train d'étudier la solution. Class action, je ne sais pas. Véronique, ton avis? On peut. Et c'est certainement ce qu'on vous proposera suite à ce que Fabienne vous a dit, qu'on étudiait une éventualité d'une procédure judiciaire. Ça fait partie de nos réflexions en fonction du droit, c'est-à-dire sur quelle base légale on va pouvoir s'appuyer pour aller contre Booking face à un tribunal. Est-ce qu'on partira seulement le GNI puisque nous avons cette possibilité-là, ou est-ce que nous ferons appel à vous pour faire une action collective? C'est nos avocats qui nous préciseront quel sera le plus pertinent. À suivre. Mais de toute façon, on vous tiendra informé. Oui, et si vous êtes motivé, avec grand plaisir. Dans tous les cas, on aura besoin de vous. C'est ça. Disons qu'en plus, on espère que cette situation vous fait tous réfléchir à
à votre manière de commercialiser vos établissements. Alors, c'est évidemment, je ne crache pas dans la soupe. Mes établissements sont sur Booking et Expedia. Après, il faut essayer de ne pas être dépendant à 100%, voire même à 80% des plateformes, et justement essayer d'avoir une vraie politique de commercialisation individuelle. Voilà. Question de Sébastien Rosello. Nous sommes un établissement saisonnier. Nous avons repoussé notre date d'ouverture de mi-avril à mi-mai pour le moment. Nous avions des CC virtuels. Les clients sont au courant du décalage et réserveront plus tard. Pouvons-nous débiter des CC virtuels à la date d'arrivée prévue? Excellente question. Je dirais que si la date d'arrivée prévue, d'abord, ça dépend qui vous avez informé sur la date d'ouverture, enfin sur le report de votre date d'ouverture. Si vous avez informé l'OTA, est-ce qu'ils vont accepter le débit? Je ne sais pas. Est-ce que les clients ont aussi est-ce que les réservations des clients ont été repoussées à une date ultérieure, ou est-ce que vous avez simplement prévenu les clients par message? Si pour moi, si la réservation est maintenue à la date d'arrivée, vous devez pouvoir débiter à la date d'arrivée. Il faut que vous voyez dans votre extranet, si l'extranet maintient la réservation à telle date, vous devez pouvoir débiter la carte à la date d'arrivée prévue initialement. En revanche, vous devrez aussi payer la commission qui va avec. Puisqu'à partir du moment où l'OTA pense que le client est chez vous et vous encaissez… Ah oui, alors si le client est chez vous, vous devez encaisser vous êtes redevable de la commission. Après, étant donné que vous allez repousser la date d'arrivée, ça dépend c'est vraiment très variable. Ça dépend vraiment si le report de cette réservation a été fait dans l'extranet ou pas. Voilà, tout simplement. La Guadeloupe. Est-ce que toutes les conditions d'annulation et d'avoir s'appliquent au DROM? Alors ça, excellente question. Véronique, je pense, mais… C'est le territoire français. L'ordonnance ne précise pas qu'il y a un traitement différencié selon le territoire français. Nous sommes une république unie. Normalement, tout le monde est concerné. Rien n'indique qu'il y aurait des particularités pour les DROM, les TOM ou tout autre territoire non métropolitain. Ok. Pauline qui dit, mais donc en résidence de tourisme ouverte, j'ai le droit de recevoir des clients pour autre motif que travail ou mensuel, alors qu'il est interdit de se déplacer pour le motif des vacances. Eh ben oui, alors c'est compliqué, hein, mais non, enfin normalement vous ne pouvez pas recevoir de clients, enfin je ne pense pas. Après, Véronique, tu m'aides parce que là j'en sais rien en fait. Hein. Est-ce qu'on peut recevoir quand même des clients pour un autre motif que celui exigé par le gouvernement? En résidence de tourisme, c'est vrai que c'est un peu différent que l'hôtellerie, mais néanmoins, les lois sur le confinement, enfin les décrets sur les confinements sont assez clairs. Vous ne devriez pas pouvoir les recevoir. Donc à moins que ce soit des touristes qui ne puissent pas repartir chez eux, Oui. des SDF, des femmes battues, des soignants, des personnes, des professionnels d'astreinte. Mais si on n'est pas dans tout ça, on est dans du tourisme et normalement, non. Ok. Après, je ne sais pas. Attends, Fabienne. Après, je ne sais pas quelle est la responsabilité de la résidence de tourisme si elle accueille des gens qui ne respectent pas le confinement. Puisque là, c'est les personnes qui sont en infraction. Je ne sais pas à quel point l'établissement est responsable. Oui, tout à fait. Anne-Sophie me dit, il faut être logique, si vous débitez un client, la commission est due. Je ne comprends pas vos recommandations de blocage. D'abord, je ne recommande pas le blocage, déjà. Et ensuite, c'est exactement ce que j'ai dit. Si un client séjourne chez vous, la commission est due. Mais pas si vous débitez la carte, pas si vous débitez le client ou l'OTA, je ne suis pas d'accord. Puisque dans la mesure où l'ordonnance vous permet de rembourser le client jusqu'à 18 mois, vous n'avez pas à payer une commission sur un séjour qui n'a pas eu lieu. Enfin, du moins, c'est, je crois, ce que nous devons faire.
Peut-on payer Booking les commissions par virement et non par prélèvement? Tout à fait. Il suffit de leur demander leur RIB et vous les payez par virement. Est-ce que l'envoi d'un voucher de report de séjour est valable uniquement sur une résa non annulable et non modifiable, ou est-ce que les conditions générales de vente qui prévalent pour une réservation annulable et modifiable pour un séjour en septembre? Alors là, je n'ai pas compris. Le voucher permet de reporter un client qui a déjà payé. Si votre client a payé pour une réservation annulable et modifiable, le voucher est valable aussi, mais enfin, le voucher il est valable si le client a payé. De toute façon, si elle est annulable. Non, le voucher est valable à partir du moment où il y a eu une résolution du contrat. Donc, à partir du moment où il y a eu une annulation, quelles qu'étaient les conditions du contrat, le voucher est valable. Donc, pour les annulations, pour les réservations qui étaient flexibles, si le client annule, même s'il est dans les délais qu'il avait pour annuler, vous n'êtes pas tenu de le rembourser. Vous n'êtes pas tenu. Vous pouvez choisir de le rembourser. Ça peut être votre politique, mais vous pouvez aussi lui proposer un avoir dans les 18 mois. Après, en revanche, notez bien que c'est votre relation commerciale qui est en jeu en ce moment. Exactement. C'est votre manière de gérer les clients qui est jugée par vos clients actuellement et en masse. Donc, il faut aussi faire attention à la reprise, que tous les clients ne se ruent pas sur les OTA parce qu'au moins, elles leur ont permis d'être remboursées alors que vous avez fait, entre guillemets, des avoirs avec un remboursement à 18 mois. Ça va jouer dans la reprise. Donc, oui, vous pouvez faire les avoirs, mais on vous recommande de bien discuter la chose avec votre client, qu'il soit bien conscient, qu'il soit quand même assez favorable à cet avoir, pas complètement, qu'il ne subisse pas complètement l'avoir, parce que ça va jouer pour vous, pour la profession, j'entends, hein, pour vraiment le principe des réservations en direct et des réservations via les OTA. Donc oui, l'ordonnance s'applique à toutes les résolutions de contrat, quelle que soit la partie qui résout le contrat, quelles que soient les conditions du contrat résolues. Bon, j'espère que c'est clair. Olivier de l'hôtel Sénéchal, est-ce que nous pouvons faire un avoir si nous avons des annulations pour le mois de juillet, par exemple, et que normalement, selon nos conditions de vente, nous devons rembourser le client s'il annule au moins 21 jours avant la date d'arrivée, sans parler de Booking ou Expedia. Alors, un avoir à des clients pour le mois de juillet, c'est ce qu'on vient de dire. Nous avons des annulations pour le mois de juillet. Voilà, c'est exactement ce qu'on vient de dire. Vous pouvez tout à fait faire un avoir. L'ordonnance va pour les résolutions de contrat jusqu'au 15 septembre. Donc, jusqu'au 15 septembre, ouais. Toutes les personnes qui veulent annuler un séjour et qui le font avant le 15 septembre, même si le séjour il est en 2021, vous avez la possibilité d'émettre un avoir. Mais là encore, c'est une question de politique commerciale et de relations commerciales entre vous et votre client. Alors, ensuite, nous avons reçu des réservations au mois de juin liées à un report de date d'un concours de médecine. Ouh, oui, 3000 personnes, évidemment. Personne ne nous ayant prévenu, on se retrouve avec une surréservation. Et oui. Pas eu le temps de fermer nos hébergements. Est-ce que nous devons déplacer les réservations des clients du mois de mai? Alors là, écoutez, j'en ai absolument aucune idée. Tout dépend. C'est un cas, ouais. Est-ce que vous étiez informé que les réservations étaient liées au concours de médecine ou pas? Si c'était des réservations individuelles et qu'on ne vous a pas prévenu et que c'est juste via des emails de certains de vos clients qui disent oui, mais j'ai un concours de médecine alors, et qu'au bout de 2-3 vous avez compris que c'était un report d'un concours de médecine, ce n'est pas lié, votre réservation n'est pas liée au concours de médecine. Après, ce que vous devez faire, c'est à vous de voir comment vous gérez vos disponibilités et à quel client vous devez accorder vos chambres en quelque sorte. Je n'ai pas de conseils précis. Si vous étiez lié avec le concours de médecine, c'est-à-dire l'école l'université de médecine vous avez demandé des contrats particuliers, alors là, effectivement, vous devez prendre en considération les reports
en lien avec le concours. Si ça n'avait pas de lien et que ce sont des réservations individuelles d'un certain nombre d'étudiants, c'est à vous de gérer vos disponibilités en fonction de l'arrivée des demandes de réservation comme habituellement. Je ne sais pas si ça vous aide. Mais... Ok. Bon, évidemment, il y a énormément de demandes et de questions. Vous pouvez... on va pas... Ce que je vais faire, c'est que je vais juste vous résumer ce que je vous ai dit en début. Et puis ensuite, si jamais vous avez des questions individuelles, je vous propose soit de nous contacter directement, soit voilà, vous avez l'adresse de Véronique. Si Véronique ne peut pas traiter toutes les demandes, j'y répondrai aussi, il n'y a pas de souci. Juste ce que je voudrais vous rappeler, c'est l'objectif de cette ordonnance, elle est de protéger la trésorerie des professionnels, des hôtels et des associations du voyage. Cette ordonnance, elle est applicable du 1er mars au 15 septembre inclus. Booking et Expedia sont des mandataires et doivent, au nom et pour le compte de l'hôtelier, appliquer les conditions générales de vente. Et il faut savoir que entre l'OTA et l'hôtel, entre le client et l'hôtel, il y a l'OTA, mais l'OTA, le contrat à la base, il est fait entre le client et l'hôtel. L'OTA, au milieu, n'est qu'un mandataire. Je vous conseille évidemment, si vous le souhaitez, d'appliquer le voucher, si ça peut vous aider. Si vous préférez faire du remboursement, faites du remboursement. Ça, c'est chacun qui voit la gestion de son établissement en fonction de sa trésorerie. Ce qui est certain, si vous décidez d'appliquer le voucher, prévenez vos clients via la messagerie interne de Booking et Expedia, de manière à pouvoir leur communiquer ensuite un PDF donc, de voucher à titre individuel dès que les clients vous auront contacté par mail direct à l'hôtel. Concernant la carte virtuelle, cette carte virtuelle, elle est liée principalement au NANR. Dans les conditions générales de vente, il faut savoir que cette facilité de paiement, elle permet à Booking d'encaisser pour le compte du client, pour le compte de l'hôtelier, pardon, dont il est le représentant. Ça veut dire que Booking doit reverser le montant de la dette du client à l'hôtelier. Ils n'ont pas le droit de décider à la place de l'hôtelier s'il rembourse le client ou non. C'est à vous de décider et de donner l'ordre à Booking et pas le sens contraire. Donc, c'est actuellement pour nous, enfin en tout cas pour nous, Booking n'applique pas l'ordonnance et n'a absolument pas le droit de rembourser sans notre accord. Voilà ce que je peux vous dire. Véronique, est-ce qu'on a fait le tour? Est-ce qu'on peut revenir juste aux recommandations vite fait? Est-ce que je les ai là? Elles arrivent. Est-ce que c'est bon pour toi? Elles arrivent le temps que la synchronisation se fasse. D'accord, donc voilà. Donc, ce qu'on peut vous dire, c'est qu'en effet, on ne sait absolument pas comment va se passer la reprise et quand. Nous ne pouvons que vous inciter à passer, à essayer du moins de faire de la réservation en direct par tous les moyens possibles, que ça soit des mailings, des AdWords. Il y en a un qui va me maudire si je dis un truc comme ça, mais je le dis quand même. Voilà, donc utilisez les moyens à votre disposition pour essayer de garder les clients en direct. Je vous recommande, enfin, on vous recommande aussi d'éviter les tarifs NANR parce que, évidemment, pour l'instant, que ça soit les OTA ou même vous, je ne vois pas comment est-ce qu'on peut proposer un tarif NANR en sachant que le client a un risque de ne pas venir à cause du Covid-19. Après, pareil, ce ne sont que des recommandations. Chacun voit midi à sa porte et chacun fait comme il l'entend.
La recommandation d'utiliser le RAC pour les disponibilités sur le 2e semestre, pour moi, elle va de soi dans la mesure où on ne sait absolument pas pour l'instant comment ça va se dérouler. Il y a eu plein de reports de salons sur Paris, hein, je parle. Il y a eu plein de reports de salons pour le 2e semestre. On ne sait pas encore qui va reprendre comment, etc. Donc, pour l'instant, peut-être favoriser le RAC et attendre de voir l'évolution. Mais même chose, je ne suis pas je ne suis pas une professionnelle du yield, je ne sais pas si je peux me permettre de vous dire ce genre de choses. En tout cas, c'est pour moi un peu c'est ce qui va se passer. Et puis, ne cédez pas à la pression de vos OTA. Gardez vos tarifs, par exemple, le NANR, personnellement, il est sur mon site internet, mais il est fermé jusqu'à la fin de l'année sur les OTA. Il n'y a pas de raison, ils ne veulent pas jouer le jeu, ils veulent faire ce qu'ils veulent avec nos clients. Eh bien, écoutez, moi, dans ces cas-là, je ne leur donne pas la possibilité de me bloquer un paiement. Et le NANR, il sera uniquement valable dans un de mes hôtels. Après, je pense que, comme on vous l'a dit, chaque personne est libre de ses décisions. On n'est pas tous dans la même ville, on n'est pas tous dans la même situation. Donc, c'est compliqué de vous donner des recommandations à tous et de suivre tous la même. Véronique, est-ce que tu veux ajouter quelque chose ou est-ce qu'on s'arrête là ou est-ce qu'on continue à répondre à des questions? Alors, attendez, j'avais pas mis mon micro. Il y a un petit peu moins de questions. On est toujours 150 en ligne. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'ai remis la slide sur les avoirs qu'on n'avait pas fait passer pour ceux qui auraient besoin de précision sur l'avoir. Oui. On a fait un modèle, n'hésitez pas à l'utiliser, on l'a traduit. Voilà. Il y a une question sur les réservations séminaires. Alors, c'est extrêmement délicat. Les séminaires, c'est vrai que les groupes et séminaires, ça, c'est pour moi le flou artistique. Appliquer un voucher sur du séminaire, ça me paraît extrêmement compliqué. On ne sait pas si les séminaires vont être… Déjà, est-ce que vos clients vous disent qu'ils reportent ou est-ce qu'ils annulent? Auquel cas, après, si vraiment le séminaire est annulé, peut-être que là, il faut faire jouer votre relation commerciale et faire un remboursement et voilà, leur dire, vous avez vu, on fait un effort, on espère vous voir bientôt, quoi. Je ne suis pas sûre qu'on puisse appliquer… je pense qu'on peut l'appliquer, mais Véro, t'en penses quoi? On peut appliquer le voucher sur du séminaire? Sur le séminaire, c'est un peu la même réponse qu'avec monsieur Thierry. Tout dépend si vous aviez un contrat avec le séminaire, en fait. Si effectivement votre hôtel était lié avec le séminaire, que vous aviez une obligation de fournir des chambres pour les participants à ce séminaire, alors vous devez remplir votre contrat et voir avec les organisateurs du séminaire, parce que du coup votre client final c'est le séminaire, c'est pas le client individu. Si c'est le séminaire qui annule, si c'est la société qui organise le séminaire. Donc, à partir de ce moment-là, on considère que le client final, c'est le séminaire, et le séminaire n'est pas un individu, mais une entreprise ou une association, enfin bref, une personne morale. Donc, l'avoir ne s'applique pas. La DGE a précisé que l'avoir ne s'applique pas aux relations B2B. Donc, les contrats avec des tours opérateurs ou avec des séminaires, les avoirs ne s'appliquent pas. C'est clair? Ou, enfin, je ne sais pas à quel point je… Oui. Oui, après, souvent, tu sais, les séminaires d'entreprise, ce sont des sociétés qui réservent une salle de réunion et des chambres dans un hôtel. Auquel cas, donc là, si c'est une société qui annule pour X raisons son séminaire ou sa formation, est-ce qu'on peut lui faire un voucher ou pas?
Si c'est Là, il y a de la l'individu. presta, parce que là, il y a pas que de la chambre, il n'y a pas que de la vente sèche de chambre. Il y a aussi Mais de la c'est location de salle, par exemple. mais c'est annulé par le séminaire. Donc à partir de ce moment-là, c'est un B2B. C'est une relation B2B. Bon, voilà. On nous a demandé si on pouvait télécharger la présentation, si on pouvait avoir la présentation par email. Ben, écoutez, on va essayer de vous fournir ça. Oui, il sera au moins sur le site web. Normalement, le webinaire est également enregistré, donc les échanges seront aussi disponibles, sauf problème technique, mais sinon, les échanges seront aussi possibles. À minima, le PowerPoint, oui. Et juste pour répondre à Hervé, n'est-il pas temps de nous fédérer pour promouvoir la réservation en direct? Mais oui, pourquoi pas, évidemment. Nous y songeons. On essaie justement, on en a parlé dernièrement avec Didier Chenet et puis pas mal de personnes. C'est une solution envisagée, en effet, de enfin pouvoir créer quelque chose euh, qui fédère la réservation en direct et parle de nos hôtels directement sans passer par les OTA. Ça sera le mot de la fin? J'ai juste une question en privé qui me paraît importante d'aborder avec tout le monde. Si le prix augmente, peut-on impacter la hausse de prix quand un client présente son voucher? Alors, effectivement, j'ai pas su. oui, parce qu'elle est en privé. Plutôt que répondre à l'écrit, en plus, je crois que je suis bloquée sur une autre personne. L'avoir est au prix des sommes déjà versées par le client. Si le client n'a versé que des arts, il est assez peu probable qu'il puisse reporter son séjour au prix juste des arts. Donc, effectivement, il y aura un complément de la part du client à faire. Ça marche aussi pour les hausses de prix. Si un client avait prévu un séjour au mois de mars et que là, il veut le reporter au 24 décembre, j'imagine que vos tarifs ne seront pas les mêmes, même si on vous conseille de faire un tarif RAC. Néanmoins, le 24 décembre étant un jour particulier, ou le 31 décembre, forcément, il y aura un minimum de yield habituel. Donc, oui, le client, la prestation peut être à un prix supérieur au montant de l'avoir. Si en revanche c'était si c'était un NANR et que on vous demande la même prestation, tout dépend de votre yield. Après, c'est à vous commercialement, effectivement, il faut aussi que le client accepte la décision sur la date se fait à deux. Vous allez préciser que le prix a peut-être monté parce que le 31 décembre, vous ne pouvez pas faire le même prix que le 24 mars. Le 17 mars, ouais. 17 mars. Mais il peut encore refuser et utiliser son avoir pour autre chose. Donc oui, il pourra y avoir une hausse de prix possible dans la limite du raisonnable. Après, il y a une question là sur proposer un voucher à 120% du prix. Peut-il insister le client à opter pour un voucher plutôt qu'un remboursement à 100%? Je ne sais même pas si on a le droit de faire ça. Je ne pense pas. Parce que c'est le montant que le client a payé, non? Oui, sur le voucher. Sur le voucher, ce sont les sommes déjà payées par le client. Vous ne pouvez pas faire un avoir d'un tarif supérieur. Après, libre à vous d'offrir quelque chose. Après, au moment si la personne veut réserver au 31 décembre et que normalement vos prix sont plus élevés par rapport au 24 mars, c'est un exemple, libre à vous de lui faire payer juste le petit-déj, d'avoir. Vous êtes libre commercialement, c'est considéré comme une promotion individuelle. Mais le mettre sur l'avoir, je vous le déconseille. Je pense pas que c'est possible. Et en revanche, dans le courrier qui accompagne l'avoir, pourquoi pas? Oui. Voilà, que en dédommagement de la chose, vous leur proposez quelque chose, que ce soit une coupe de champagne, un petit déjeuner ou une promotion de 20%, pourquoi pas? Mais c'est à vous commercialement de faire ce choix. Oui, en fait, votre idée, c'est de monsieur Achard qui nous pose la question.
Ouais, l'idée, en fait, c'était de remplacer pardon. l'avoir par le remboursement. Sachez qu'à la fin, de toute façon, l'avoir devra être remboursé. Si l'avoir n'a pas été utilisé, il devra être remboursé. Donc, de toute façon, il y aura un remboursement si le client ne veut pas utiliser l'avoir. Mais pour l'inciter, voilà, pour inciter les clients à prendre l'avoir, effectivement, vous pouvez faire des promotions supplémentaires. Enfin, à vous de voir. Pardon. Donc oui, Monsieur Achard demandait, pouvez-vous confirmer que l'avoir ne s'applique pas si un TO étranger annule la réservation suite à la demande de son client? Oui, je le confirme. Le TO est une entreprise. Vous ne pouvez pas rembourser le TO, même si c'est son client final à lui qui lui demande. Il a une relation contractuelle, lui et son client final. Vous n'avez pas la relation contractuelle avec le client final, qui est un individu. Votre relation contractuelle, elle est avec une personne morale. L'ordonnance ne s'applique pas. Alors, et Rossi qui revient, qui demande, dans le cas où nous décidons d'annuler une réservation Booking avec prépaiement contre une édition de voucher de notre côté, cela veut dire que nous devons procéder à l'annulation dans leur extranet. Du coup, pas de commission pour Booking et la nouvelle, et la nouvelle réservation passera en direct. Ah non, c'est pas du tout ce que j'ai dit. Non, du tout. Non, le voucher, en fait, c'est à partir du moment où Booking décide de ne pas mettre, ne propose pas le voucher, vous avez la possibilité de le proposer. Donc, proposez-le. De toute façon, le tarif que le client a payé à Booking est le même que celui que vous avez, vous, sur votre réservation. On n'est pas dans la même configuration qu'avec Expedia, où Expedia prend sa com directement. Là, Booking reprend sa commission après, ne la prend pas sur la carte virtuelle. Du moins, il me semble. Hein. Personnellement, je n'utilise pas la carte virtuelle. Mais, donc, ça veut dire que le client reste le client Booking, mais que vous lui proposez le voucher, puisque Booking ne le fait pas. Je pense que je suis claire là. Véro, c'est bon? Oui. Oui, moi oui, je pense. J'avais encore une autre question sur peut-on demander l'adresse mail du client via la messagerie Booking ou Expedia? Ça me paraît important de donner ma réponse que j'ai donnée en privé à tout le monde. On vous conseille de ne pas leur demander leur adresse mail via la messagerie parce que les OTA pourraient bloquer le message. Mais ils le bloqueront. Et voilà, parce qu'ils ont des algorithmes pour vérifier les mots que vous mettez dedans. Hein. C'est pas un petit humain qui lit derrière, mais par contre, un algorithme, oui. En revanche, vous pouvez lui demander de vous contacter en direct. Vous pouvez toujours essayer. Oui, de toute façon, c'est exactement ça. Voilà, de toute façon, donc nous, on va essayer effectivement de demander aux OTA de décrypter, en tout cas de donner les coordonnées exceptionnellement, cas de force majeure. On ne vous garantit pas que ça va arriver. Et au-delà de ça, très souvent, le client finit par reprendre contact en direct avec vous parce que Booking ou Expedia ne rembourse pas tant que vous n'avez pas remboursé Booking et Expedia. Et vous doutez bien que Booking et Expedia ne se gênent pas pour dire que le blocage vient de vous. Donc, il y a quand même un certain nombre de clients qui reviennent vers vous en direct en vous disant « Oui, mais pourquoi ?» Et là, vous pouvez le proposer. Ok. Juste une chose, c'est vrai qu'on n'a pas les mails des clients, mais on a les téléphones. Donc, n'hésitez pas, comme le dit apparemment The Manor, à envoyer, si vous le pouvez, un SMS sur leur téléphone en leur demandant de vous contacter en direct ou en leur demandant leur adresse mail direct pour leur envoyer un voucher. Ça peut être aussi fait par téléphone. Personnellement, les Français, je les ai appelés. Et pour revenir à Booking et le chat sur le fait que effectivement les acteurs ont 30 jours pour la mise en place de l'application de l'ordonnance, oui, ça va prendre le plus de temps possible pour mettre en place l'ordonnance. Ce qui nous intéresse, nous, c'est à partir de quand ils arrêtent de faire le remboursement systématique qui, pour nous, les mettent dans l'illégalité vis-à-vis de la réglementation française. Bon, en sachant qu'on est le 6,
et que c'est censé s'arrêter le 15. Voilà. Voilà. J'ai vu aussi passer un message sur le fait que quelqu'un a demandé à Expedia quand est-ce qu'ils arrêtaient la force majeure et on lui aurait répondu on ne sait pas encore. Donc, quid de la date de fin c'est la même question pour tout le monde. Donc, dès que nous aurons des informations complémentaires, évidemment, vous en serez les premiers à informer. Ce sera... voilà. Il faut suivre les actualités du GNI. Promis, on travaille. On peut vous assurer qu'on travaille. On ne fait pas rien, comme nous avons pu le lire. Avec la particularité que la force majeure est une décision jurisprudentielle, c'est une décision qui est prise par un juge. Donc actuellement, Oui. on ne fait que préjuger de la force majeure. Les OTA préjugent, vous préjugez, nous préjugeons, tout le monde préjuge. Donc, c'est une chose que la France déconfine et qui permette aux Français de bouger à l'intérieur du pays. C'en est une autre que les frontières, du moins que les avions et les trains permettent de traverser les frontières. C'en est encore une autre de savoir quand tous les autres pays, de tous les autres touristes vont se déconfiner. On est dans une situation inédite. On n'a pas de boule de cristal pour vous prédire la fin de la force majeure générale et quand est-ce que vous pourrez embrasser votre grande tante. Nul ne le sait. Voilà. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour votre participation à ce webinaire. Désolée, hein, j'ai peut-être pas été hyper claire au départ, mais c'est un petit peu compliqué quand c'est la première fois. Espérons que ça sera mieux la prochaine. Voilà, en vous souhaitant une bonne journée à tous et puis au plaisir de vous retrouver en vrai, pour de vrai, bientôt. Merci. Merci à tous et n'hésitez pas à envoyer un mail si besoin.